Bonjour à tous, bonjour Jean-François Copé. Bonjour. Alors ça fait quelques heures désormais que le second mandat d'Emmanuel Macron a débuté, depuis aujourd'hui minuit. 3 semaines quasiment, ça fera demain qu'il a été réélu. Et toujours pas de nouveau Premier ministre à la place de Jean Castex. Est-ce que ça vous étonne? Quelles leçons vous en tirez? Écoutez, en tout cas, c'est une première. Moi qui ai vécu d'autres débuts de quinquennat, je suis très, très étonné de ce qui peut apparaître quand même comme une sorte d'impréparation. Alors on nous dit non, non, ils savent ce qu'ils font, etc. Mais c'est vrai qu'on aurait pu imaginer quelque chose de très préparé en réalité, dès le lendemain de la réélection, la nomination d'un nouveau Premier ministre, un gouvernement, et puis surtout une feuille de route. Et là, cette campagne, elle se fait comme la présidentielle, sans que les Français soient capables de comprendre qu'est-ce que veut le nouveau président, nouvellement réélu. Voilà. Est-ce que ça vous inquiète? C'est surtout que ce qui n'est pas dit avant une élection, c'est compliqué de le faire après. Et c'est ça qui, moi, m'inquiète beaucoup, parce qu'il y a des défis absolument énormes dont on ne parle pas avec les Français du tout durant cette campagne. On fait une fixette sur un ou deux sujets, dont d'ailleurs on ne sait plus très bien ce qu'il va en être, notamment l'affaire des retraites. Mais les sujets, ils sont considérables dans tous les domaines, économiques, financiers, sécuritaires, sociaux. Et là-dessus, on n'entend rien. Alors ça va être compliqué de le faire après. Emmanuel Macron, la semaine dernière, lors de son investiture, s'est présenté comme un président nouveau pour un mandat nouveau. Est-ce que vous voyez ce président nouveau? Écoutez, d'abord, je trouve que l'idée est géniale. Pourquoi pas mettons de la nouveauté, de la fraîcheur. Mais enfin, on est quand même avec à ce stade, en tout cas, les mêmes comportements assez verticaux et assez silencieux. Et moi, ça me met d'autant plus mal à l'aise que je fais partie des responsables politiques à droite qui considèrent qu'il faut être constructif, qu'il faut faire des choses pour les Français, que les Français, ils en ont absolument ras-le-bol des combinations, de savoir qui va s'allier avec qui. Ils veulent qu'on fasse des choses. Or, il y a des cases manquantes aujourd'hui. Tout ce qui touche à la question de la sécurité est une question qui n'est pas traitée, alors que les Français en parlent tout le temps. Et donc, qu'on ne puisse pas entendre à Paris que ces sujets-là nécessitent une réponse puissante, nouvelle organisation des forces de police, présence dans les quartiers, présence dans les zones rurales par rapport à l'insécurité, c'est quelque chose qui est absent du débat national, alors qu'il est présent dans les têtes des Français. Idem sur les questions qui ont trait au communautarisme, mais aussi à l'organisation du territoire, au rôle des élus locaux. Enfin voilà, tout ça c'est absent. C'est un acte de candidature pour la place Beauvau que vous faites là ou pas? Non, mais pas du tout. Et vous savez que j'ai dit très clairement ce qu'il en était pour ce qui me concerne. Moi, je me consacre à ma ville de Meaux. Par ailleurs, je suis avocat. Mais en revanche, je participe au débat public. J'ai exercé des fonctions gouvernementales. J'ai été un responsable important de la droite française. Je m'en inquiète d'ailleurs, parce que cette droite de gouvernement, elle doit absolument, d'une manière ou d'une autre, être utile aux Français, parce que le combat absolu, c'est aussi la montée des extrémismes. Extrême droite d'un côté et extrême gauche de l'autre, avec un Mélenchon et ses camarades qui racontent n'importe quoi et qui troublent le débat et la réalité des enjeux. Alors Jean-François Copé, on va revenir justement sur cette droite que vous voulez constructive. Un mot néanmoins sur Jean Castex, qui devrait quand même bien quitter Matignon dans les jours à venir. Ça aurait été un bon ou un mauvais Premier ministre? Écoutez, je ne sais pas vous le dire en fait. L'homme est certainement très respectable, mais en fait, rien ne s'est décidé à Matignon. Le mode de fonctionnement du président de la République a été un mode extrêmement solitaire. Donc c'est à l'Élysée que tout s'est décidé. Alors justement, est-ce qu'il faut toujours construire comme vous le souhaitiez? Est-ce que vous êtes toujours favorable à un pacte de gouvernement? Est-ce que les Républicains doivent faire cela avec le président de la République? C'est-à-dire, moi j'avais une idée, mais enfin, qui, comme vous l'avez vu, n'a pas prospéré, qui consistait à dire plutôt que des débauchages personnels qui en réalité ne visent qu'à des carrières individuelles, pourquoi pas, mais ça n'apporte rien comme message politique. Je pense que ça pouvait avoir du sens que les Républicains participent pour l'approche qui est la leur sur un sujet qui est le grand échec de ce premier quinquennat, et que j'évoquais à l'instant, qui est tout ce qu'on appelle le régalien, sécurité, justice, immigration, communautarisme. Il y a là-dessus des sujets très importants sur lesquels rien d'important n'est dit aujourd'hui, alors que les problèmes sont énormes. Bon, ça n'a pas été voulu. Y compris par votre parti Les Républicains qui dit indépendance. Les dirigeants de LR n'ont pas du tout voulu, très bien, bon, parfait, c'est le débat, hein. Mais comme le président de la République non plus, finalement, chacun reste chez soi. Bon, parfait, ok. Enfin, reste que, une fois qu'on a dit ça, il faut donc que, de toute façon, il y ait le maximum de députés LR pour porter cette voix, et je l'espère, au moins être le premier groupe d'opposition et faire peser le mieux possible nos convictions sur ce sujet. Et c'est plutôt assez bien parti, en fait, parce que
sur le terrain, je vois bien que nos candidats un peu partout sont des candidats ancrés sur des territoires, souvent parce qu'ils ont été élus dans les municipalités, ce qui n'est pas du tout le cas des élus marcheurs. Et donc, on a une vraie chance de pouvoir avoir le maximum de députés. Et je pense que les Français ont intérêt à voter pour les députés LR, parce que ça rééquilibrera les choses compte tenu de l'état un peu d'impréparation auquel on assiste du côté des marcheurs, des horizonneurs, enfin tout ce nouveau système-là qui est quand même très compliqué à comprendre. Jean-François Copé, question courte, réponse courte. La majorité ne présentera pas de candidat face au patron des députés des Républicains, Damien Abad. Est-ce que ça vous pose problème? Est-ce que Damien Abad doit quitter les Républicains? Absolument pas. Si les marcheurs ne veulent pas mettre de candidat face à Damien Abad, c'est leur histoire. Mais enfin, dans ce cas, on peut dire la même. Sinon, il faudrait dire la même chose de ceux de nos candidats qui n'ont pas de Front National ou de Zemmourien dans leur circonscription. C'est absurde. Que le meilleur gagne. Alors, ces législatives approchent, mais ce que voient les Français au quotidien, c'est leur porte-monnaie avec une inflation qui est de plus en plus forte. Plus 4,8% sur un an en avril. L'énergie, c'est plus 26%. L'alimentation, quasiment 4%. Concrètement, vous, qu'est-ce que vous pensez qu'il faut faire? D'abord, je suis, moi, désolé qu'on ne dise pas la vérité aux Français. Le problème, c'est pas simplement que les prix augmentent fortement. Ça, c'est déjà un problème énorme. Mais c'est surtout qu'ils augmentent et que dans le même temps, il n'y a pas de croissance économique. C'est-à-dire un phénomène qu'on connaît bien en économie qui s'appelle la stagflation. Et donc, sur ce sujet-là, le risque, c'est que, évidemment, le pouvoir d'achat des Français va énormément baisser et qu'il va y avoir une attente très forte d'augmentation des salaires. Quelle réponse apporter? Mais si on augmente écoutez-moi, c'est très important. Si on augmente les salaires sans augmenter la production, le risque, c'est que nos coûts de production vont être énormes et qu'on ne pourra plus rien vendre. Donc, il y a un risque de crash économique majeur. Et la seule manière de s'en sortir, et il faut que le gouvernement ait le courage de le dire aux Français, mais on n'a pas de gouvernement pour le dire. Et on est en pleine campagne électorale où les gens doivent l'entendre. Sinon, on ne pourra pas le faire après. C'est qu'on ne peut augmenter les salaires que si on travaille plus, si on produit plus. Si on ne le fait pas, alors à ce moment-là, ça va être une spirale infernale, ce qu'on a connu dans d'autres périodes de l'histoire, avec des risques énormes. Donc il faut pouvoir organiser les conditions de produire plus en échange de ces augmentations de salaire. Donc c'est une réforme générale à faire sur l'organisation du travail, sur le temps de travail, et qui peut permettre aux Français de s'en sortir et à l'économie française de rester compétitive. Le paquet pouvoir d'achat promis par le gouvernement, c'est pas suffisant? Mais c'est pas que c'est pas suffisant, ça répond à rien. C'est le tonneau des Danaïdes. Vous allez continuer de faire des chèques sur le dos du contribuable. Il faut le faire bien sûr ponctuellement, mais ça ne peut pas tenir lieu de politique publique. Sinon, vous allez accumuler les déficits et pour peu que les taux d'intérêt augmente, alors là, vous allez avoir un effet cumulatif, c'est qu'en plus, il va falloir augmenter les impôts des Français. Et là, on sera dans la pire des situations. Donc, il faut absolument réformer de toute urgence les conditions, l'organisation du travail. Si on ne le fait pas, je crains le pire pour l'économie française. Jean-François Copé, tensions sur le plan économique qui sont liées aussi à des tensions sur le plan international. La Finlande veut adhérer à l'OTAN, elle devrait officialiser sa candidature demain. Est-ce qu'il faut soutenir cette adhésion ou pas? De mon point de vue, il faut bien sûr la soutenir, mais il faut surtout comprendre que ce qui est en train de se passer sur le continent européen, c'est un changement majeur qui va nécessiter que l'Union européenne en tire de manière pragmatique toute une série de conséquences. Première conséquence, ça fait 60 ans que ce magnifique projet qu'est l'Union européenne, qui est un projet de paix, a été construit et que ses dirigeants successifs ont pensé que, parce qu'on fabriquait la paix ensemble après tant de tragédies avec les guerres mondiales, on n'avait pas besoin de défense. Bien sûr que si, il faut une défense. Donc il faut absolument une Europe de la défense. Il faut une Europe de l'énergie. On ne va pas continuer de dépendre, comme on l'a fait, de pays, notamment la Russie, dans une période comme celle que nous vivons aujourd'hui. C'est une des sources majeures de l'inflation et du crash économique qui nous menace. Donc il faut une Europe de l'énergie. Donc il y aura un avant et un après. Parce qu'effectivement, on est en train de comprendre que l'Ukraine va peut-être gagner la guerre. Ou qu'en tout cas, la Russie ne va pas la gagner. Et donc, ça veut dire qu'il va y avoir des enjeux géopolitiques majeurs. On ne peut pas faire comme si de rien n'était. Il faudra évidemment, et Emmanuel Macron a raison, d'une manière ou d'une autre, préparer l'après-guerre, renouer d'une manière ou d'une autre avec la Russie, mais avec une très grande vigilance. Le président ukrainien accuse Emmanuel Macron, je cite, de vouloir faire des concessions diplomatiques à la Russie pour mettre fin à ce conflit. L'Élysée le dément. Est-ce qu'il ne faut pas faire attention à ne pas trop céder, justement, mais comme le dit le président ukrainien? Non, mais il n'est pas question de céder quoi que ce soit. D'abord, le président ukrainien, il est dans son rôle, il mène un combat héroïque, mais enfin, il n'est pas question de céder quoi que ce soit à qui que ce soit. Il est simplement question d'avoir en tête qu'il y a pendant la guerre et un après-guerre. Je vous rappelle que les grands dirigeants
alliés pendant la Seconde Guerre mondiale, ils n'ont pas attendu 1945 pour préparer l'après-guerre. Il y a eu un certain nombre de conférences, et notamment la conférence de Téhéran, puis la conférence de Yalta, en pleine guerre, où les dirigeants ont commencé à réfléchir à l'avenir. Donc il faut continuer à discuter avec Vladimir Poutine. Oui, en l'occurrence, les discussions avec Vladimir Poutine aujourd'hui, elles sont assez stériles, comme vous l'avez compris. En revanche, ce qui est important, c'est que les dirigeants européens comprennent qu'ils doivent construire leur souveraineté et leur indépendance et ne plus dépendre des approvisionnements russes en énergie, des approvisionnements militaires de l'OTAN ou des États-Unis. Il faut qu'on ait notre propre indépendance. C'est absolument majeur. Merci beaucoup, Jean-François Copé. Merci.